Au cœur des Caraïbes, il y a une île nommée Haïti. C'est une terre de montagnes et de soleil, un endroit où la terre sent le café et les mangues après la pluie. Mais Haïti a deux visages, comme la lune qui montre un côté lumineux et l'autre sombre. Il y a le visage de ceux qui vivent dans de grandes et hautes maisons, peintes de couleurs aussi brillantes que les plumes d'un paon. Leurs tables sont toujours pleines, leurs enfants rinent le ventre plein, et leurs jardins sont arrosés même quand les rivières sont basses. Ils vivent au sommet des collines, regardant d'en haut, comme si le reste de l'île n'était qu'une histoire qu'ils se racontent. Puis, il y a l'autre visage, celui que l'on voit dans les vallées et le long des routes poussiéreuses. C'est le visage de la majorité, le visage des gens dont les mains travaillent à la terre et construisent les murs. Leurs maisons sont petites, souvent rafistolées de tôle et d'espoir. Les rires de leurs enfants sont parfois étouffés par la faim, et leurs rêves sont aussi fragiles que la brume matinale. Ils vivent avec la terre, ressentant chacun de ses tremblements et chacun de ses soupirs. C'est cette Haïti, où la vie est une danse quotidienne entre la lutte et la résilience, un endroit où une seule patate douce partagée peut être un festin pour une famille entière. Ces deux mondes se touchent rarement. Ils sont séparés par des murs invisibles plus hauts que n'importe quelle montagne. Les riches ne voient pas les pauvres comme leurs frères et sœurs, mais comme des ombres qui se déplacent dans la chaleur du jour. Les pauvres regardent les maisons lumineuses sur les collines et se demandent ce qu'ils ont fait pour être oubliés par le soleil. C'est une histoire racontée non pas dans les livres, mais dans les yeux fatigués des mères et les mains calleuses des pères. Une histoire d'une belle terre divisée, où une partie festoie pendant que l'autre meurt de faim, créant une profonde blessure au cœur de la nation. Cette division n'est pas nouvelle, c'est une vieille tristesse, transmise des grands-mères aux mères, des pères aux fils. C'est l'histoire d'une promesse brisée, il y a longtemps. La promesse était qu'Haïti serait une mère pour tous ses enfants, qu'elle les nourrirait tous de sa terre généreuse. Mais quelque part en chemin, certains de ces enfants ont décidé que le festin n'était que pour eux. Ils ont construit leur haut mur et ont oublié le langage du partage, laissant la majorité ramasser les miettes qui tombèrent de leur table débordante. Dans les histoires que racontent les vieux, les très riches ne sont pas seulement des hommes, on les appelle des ogres. Ils ne sont pas laids, avec une peau verte et des dents pointues. Non, ces ogres sont beaux, ils portent de beaux vêtements, et leurs voix sont douces comme le miel. Mais leurs cœurs sont des pierres lourdes, et leur appétit est sans fin. Ils ne mangent pas les enfants, mais ils consomment le futur des enfants. Ils ont des canaux géants et invisibles, et chaque jour, ils remplissent ces canaux des trésors d'Haïti, non pas pour partager, mais pour les envoyer par-delà la Grande Mer. D'abord, ils mettent l'argent dans leurs canaux. Chaque gourde gagnée grâce au café, au sucre et à l'art magnifique créé par le peuple est rassemblée. Au lieu d'utiliser cet argent pour construire des écoles pour les enfants ou des hôpitaux pour les malades, les ogres le rangent soigneusement dans leurs canaux magiques. Ils l'envoient vers des banques dans des pays lointains comme l'Amérique et le Canada, des endroits où leur argent peut grossir et être en sécurité, loin des mains affamées de leur propre peuple. La sève vitale de l'île est drainée, goutte par goutte, laissant le pays pâle et faible, comme un corps qui a perdu trop de sang. Ensuite, les ogres remplissent leurs canaux de la terre elle-même. Non pas la terre et les roches, mais sa propriété. Ils achètent les meilleurs champs, les plaines les plus fertiles, où les ignames et les haricots poussent le mieux. Ils ne la cultivent pas pour nourrir Haïti. Au lieu de cela, ils laissent les champs vides, ou construisent davantage de hautes maisons pour eux-mêmes. Les familles qui ont cultivé cette terre pendant des générations sont mises de côté. Elles perdent leur lien avec la terre qui a nourri leurs ancêtres, devenant des étrangers dans leur propre maison, forcés de chercher du travail dans les villes bondées et poussiéreuses. Enfin, la cargaison la plus précieuse est chargée, les rêves des jeunes, les étudiants les plus brillants, les médecins les plus qualifiés, les artistes les plus créatifs, ce sont les joyaux d'Haïti. Les ogres ne les forcent pas à partir, mais ils leur rendent impossible de rester. Sans bons emplois, sans opportunités et sans espoir d'une vie stable, les plus talentueux ne voient pas d'autre choix que de trouver un passage vers ces mêmes rivages étrangers. Les ogres observent cette fuite des cerveaux et sourient, car un peuple sans ses penseurs et ses rêveurs est plus facile à contrôler. Les canaux partent, lourds de richesses, laissant les rives d'Haïti vides. Dans un petit village au pied des montagnes, vit une femme nommée Soleil. Tout le monde l'appelle Man Soleil, parce que son cœur est aussi chaud que le soleil du matin. Elle représente toutes les femmes d'Haïti,
les piliers qui soutiennent le ciel quand il menace de tomber. Son mari est parti il y a longtemps, non par choix, mais pour trouver du travail de l'autre côté de la mer. Un rêve que les ogres lui ont vendu. Il envoie le peu d'argent qu'il peut, mais ce n'est jamais assez. Alors, Man Soleil porte le poids de sa famille, un panier de soucis toujours lourd sur sa tête. Ses journées sont un témoignage de lutte acharnée. Elle se lève avant que le coq ne chante pour marcher des kilomètres pour de l'eau propre. Elle entretient un petit jardin tenace sur une parcelle de terre rocailleuse dont les ogres ne voulaient pas. Elle vend quelques légumes et des objets artisanaux au marché. Ses gains suffisent à peine à acheter du riz et des haricots pour ses enfants. Pour les femmes comme Soleil, la cupidité des ogres n'est pas une idée abstraite. C'est la douleur quotidienne d'un estomac vide, la peur dans les yeux de ses enfants, et le travail constant et épuisant qui ne semble jamais mener à rien de mieux. Le vidage d'Haïti frappe le plus durement les femmes. Ce sont elles qui doivent trouver un moyen de faire de la soupe avec une seule pierre. Quand les médecins partent, ce sont les femmes qui doivent s'occuper des malades avec des herbes et des prières. Quand les écoles n'ont pas d'enseignants, ce sont les mères qui essaient d'apprendre à leurs enfants à lire à la lueur d'une bougie. Ce sont les économistes silencieuses de la pauvreté, étirant chaque gourde jusqu'à ce qu'elle se déchire. Elles sont la colonne vertébrale de la communauté. Pourtant, elles se voient confier les charges les plus lourdes avec le moins de soutien. Man Soleil regarde souvent sa fille, une jeune fille brillante nommée Espoir, ce qui signifie espoir. Elle voit le même feu dans les yeux de sa fille qui a jadis brûlé chez les jeunes qui sont déjà partis. Elle craint qu'Espoir, elle aussi, ne ressente un jour l'attrait des canaux des ogres, qu'elle doive quitter sa maison pour trouver un avenir. C'est la plus profonde injustice, que la terre soit si vide d'opportunités qu'elle ne puisse retenir ses propres enfants précieux, forçant les familles à être déchirées par-delà la vaste et indifférente mer. Mais les ogres, malgré tout leur pouvoir, ont commis une erreur. Ils pensent qu'en prenant l'argent, la terre et les gens, ils ont tout pris. Ils ne comprennent pas l'esprit d'Haïti. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut mettre dans un canot. C'est un feu qui brûle dans les histoires racontées la nuit, dans le rythme des tambours et dans les rires partagés autour d'un petit repas. Man Soleil et les gens comme elle n'ont pas abandonné. Ils sont peut-être pauvres en gourde, mais ils sont riches en esprit, en communauté et en une volonté inébranlable de survivre. Ils ont appris à résister de manière discrète. Ils créent leurs propres petites économies de partage, appelées sols, où les voisins mettent leur argent en commun pour s'entraider. Ils plantent des jardins dans de vieux pneus et sur les toits, créant des oasis de verdure dans la poussière. Les artistes peignent des fresques de liberté et d'espoir sur les murs de la ville. De belles couleurs qui crient plus fort que les murmures de désespoir des ogres. Ces petits actes sont comme des graines plantées en secret, de minuscules poches de résistance que les ogres ne peuvent ni voir ni voler. Ils construisent un type de richesse différent. Man Soleil enseigne à sa fille Espoir les vieilles chansons et histoires, l'histoire de leurs ancêtres qui ont lutté pour la liberté et ont gagné. Elle lui dit, ils peuvent prendre le fruit de l'arbre, mais ils ne peuvent pas prendre les racines. Nos racines sont profondes, mon enfant. Elles sont enfouies au cœur de cette terre. C'est l'espoir, la connaissance que la force du peuple ne réside pas dans ce qu'il possède, mais dans ce qu'il est. C'est un héritage de résilience qui a survécu à l'esclavage, aux dictateurs et aux tremblements de terre. C'est un pouvoir que les ogres ne comprendront jamais. La morale de cette histoire est simple. La vraie richesse d'une nation n'est pas l'or dans ses banques ou les tours dans ses villes. C'est le bien-être et les rêves de son peuple. Quand quelques-uns prennent tout pour eux-mêmes et l'envoient au loin, ils ne construisent pas un avenir, ils en volent un. Mais même dans la nuit la plus sombre, des graines d'espoir sont semées. Et un jour, nourries par la résilience et l'amour du peuple, ces graines deviendront une forêt si forte et si vaste qu'aucun ogre ne pourra jamais la couper à nouveau.